Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolé mais il n'y a pas eu de Dev Café ces 2 derniers jours car je dois l'avouer j'étais un tout petit peu malade, mais rassurez-vous on va rattraper tout notre temps perdu et donc on va s'intéresser aux actualités autour du développement mobile. Alors ce sera peut-être pas forcément des actualités très fraîches parce qu'on va essayer de rattraper le retard, mais rassurez-vous j'essaye quand même de faire quelque chose d'intéressant pour vous. Juste avant qu'on regarde ces actualités, 2 petits rappels. Le premier, c'est qu'il y a un concours qui est actuellement organisé. Et donc vous avez jusqu'à dimanche soir, donc c'est-à-dire demain soir jusqu'à 23h59. Le premier lot, c'est pour gagner cette petite peluche que vous voyez juste ici, et qui est tout simplement la mascotte de Dart et de Flutter. Et le second lot, c'est une licence d'1 an pour les IDE de JetBrains. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout ça est expliqué dans les liens en description. Et le deuxième petit rappel, c'est n'oubliez pas de faire un petit like parce que comme vous le savez, ça aide énormément au référencement et donc voilà, ça permettrait à plein de nouvelles personnes de découvrir la vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à le faire et du coup je vous propose qu'on regarde désormais les actualités du jour. On commence ces actualités en s'intéressant autour des VPN et plus particulièrement sur iOS. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait déjà vu le problème. Et sur iOS, le petit problème qu'il y a, c'est que lorsque vous lancez un VPN, s'il y a déjà des connexions qui sont ouvertes, elles ne sont pas fermées. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, il a l'impression que le VPN est en marche, mais en réalité, on est un peu dans un mode hybride où les anciennes connexions sont toujours là en mode non VPN et uniquement les nouvelles connexions passeront par le VPN. Donc ça, c'était sur les versions antérieures à iOS 16. Et là, ce que l'on apprend à travers ce tweet, c'est que finalement, dans iOS 16, il y a toujours le même problème. Et même, on découvre qu'il y a certaines requêtes DNS qui passent au travers les DNS. Typiquement, les données de tout ce qui est l'App Store, tout ce qui est la partie santé, etc. etc. Donc voilà, a priori, sur iOS 16, rien n'est corrigé. Et sur Android, il y a également des problèmes, mais c'est légèrement différent puisque ça concerne un cas très précis. C'est lorsque vous êtes par exemple en 5G et ensuite vous vous connectez à un réseau Wi-Fi. Donc à ce moment-là, vous êtes dans un VPN. Dès que vous allez vous connecter sur un réseau Wi-Fi, le VPN va être désactivé. Et ce qu'on voit dans la doc, c'est qu'il est question que ça doit normalement bloquer toutes les connexions en dehors du VPN. Sauf que là, c'est pas le cas pour le Wi-Fi. Et en réalité, c'est vraiment un design, ça a été conçu de cette manière-là, de manière volontaire. Potentiellement, lorsque vous connectez à un Wi-Fi, vous pouvez être chez vous, mais également dans un hôtel, à l'aéroport, et dans ce cas-là, généralement, il y a un portail captif. Et le problème des portails captifs, c'est qu'avec un VPN, il ne marcherait pas. Et donc, pour éviter ce problème, ce que fait Android, c'est que dès qu'il se connecte à un Wi-Fi, temporairement, il désactive le VPN pour justement voir s'il y a un portail captif, et ensuite, il se reconnecte au VPN si nécessaire. Et c'est donc justement là où la documentation n'est pas très claire, puisque pourtant, la documentation dit bien que ça doit bloquer toutes les connexions, donc on a l'impression que c'est tout le temps. Donc voilà, la documentation n'est pas assez précise là-dessus. Et du coup, un bug a été ouvert et un ingénieur de Google a dit qu'il ne souhaitait pas faire des modifications parce que c'était bien voulu qu'il y ait ce système-là. Et en réalité, si on venait à changer les API aujourd'hui, bien tout simplement, ça ferait casser les VPN existants. Et ce qu'il indique également, c'est qu'au final, les données qui transitent légèrement pendant ce petit laps de temps, finalement contiendraient peu de données sensibles et donc ce ne serait pas si grave que cela. Et ce que Mullvad conclut, alors pour info, Mullvad c'est le VPN qui a trouvé justement cette faille entre guillemets, ce serait à minima qu'il faudrait corriger la documentation Android puisqu'il est bien écrit que ça doit bloquer toutes les connexions lorsqu'on a un VPN, alors que là on se rend bien compte que lorsqu'il y a du Wi-Fi, eh bien ça peut passer au travers. Ensuite, on reste sur Android, et comme vous le savez, d'une manière générale, les téléphones utilisent des processeurs ARM, et généralement maintenant, c'est des processeurs ARM 64 bits. Et jusqu'à présent, on avait un mode de compatibilité qui permettait aux processeurs 64 bits de faire tourner des applications 32 bits, mais les Pixel 7 et 7 Pro qui viennent tout juste de sortir, désormais, ils ne sont plus que compatibles avec des binaires 64 bits, ils ne peuvent plus faire tourner du 32. Donc typiquement, dans l'exemple qui est donné juste ici, Flappy Bird qui était fait en 32 bits, il ne peut plus tourner sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Et donc le message à voir là derrière, c'est que bientôt, il ne faudra plus fournir des binaires en 32 bits, tout simplement parce que les téléphones ne le supporteront plus. Mais bon, là-dessus, on peut quand même prendre notre temps, parce qu'avant que les Pixel 7 et que les téléphones uniquement 64 bits soient majoritaires dans le parc Android, il va bien se passer quelques années. Pour ce dernier sujet sur Android, on va s'intéresser à Passkeys, qui est l'équivalent du passwordless, c'est-à-dire qu'on va mettre fin au mot de passe pour trouver un équivalent bien plus sécurisé.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si une société se fait hacker et qu'il récupère le mot de passe, potentiellement, ils peuvent se connecter à votre compte et donc faire n'importe quoi avec. Et si en plus le mot de passe est utilisé à plusieurs endroits, c'est encore pire. Et l'idée de Passkeys, c'est que ça va essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Les Passkeys ont 3 gros avantages. Le premier, c'est qu'ils ne peuvent pas être réutilisés. En cas de faille de sécurité, ça ne pourra pas être utilisé à nouveau. Et également, en cas de phishing, vu que c'est pas un mot de passe, c'est la même chose, ça ne pourra pas permettre d'en faire n'importe quoi. Et l'annonce de Google ici, c'est que ça va fonctionner autant sur les sites que dans les applications mobiles d'une manière générale. Alors si on regarde un peu plus ce qu'il y a derrière cette annonce, alors d'une part, c'est pas uniquement une initiative de Google, mais de tous les acteurs autour de la sécurité, donc ça marche aussi par exemple chez Apple avec iOS, mais ça s'appellera pas nécessairement Passkey de leur côté. Donc d'une part, il va y avoir côté Android, via les Google Play Services, des API qui seront prochainement disponibles. Donc là, il parle de la fin 2022, donc il ne reste plus énormément de temps. Et également côté Chrome, avec des API dédiées. Mais là-dessus, ça ne marche que sur la version Canary de Chrome. Donc comme vous voyez, c'est pas encore disponible tout à fait aujourd'hui. Alors si on regarde en termes d'écran comment ça va se passer, c'est relativement comme aujourd'hui au final. Donc là, je dis, je veux créer un passkey, je continue et je m'authentifie. Et pareil, quand vous allez vouloir vous connecter, c'est exactement les mêmes écrans. Voilà, c'est exactement comme aujourd'hui, je vous ai dit. Si toutefois vous êtes sur un ordinateur et que vous voulez justement vous identifier avec un passkey, vous allez avoir l'équivalent d'un QR code. Et également un truc qui est intéressant et que j'avais oublié de vous mentionner, c'est si toutefois vous venez à perdre votre téléphone ou votre ordinateur par exemple, il n'y a pas de souci parce que Google va sauvegarder tout ça dans le cloud pour vous. Allez, on prend maintenant quelques secondes pour regarder les actualités en bref. Bitrise, la célèbre solution de CI/CD pour mobile, vient d'annoncer avoir racheté Flare.build. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit d'une solution similaire mais spécialisée dans le système de build Bazel. A priori, les fonctionnalités de Flare.build seront amenées à être disponibles sur Bitrise à plus ou moyen terme. En revanche, le montant de la transaction n'a pas été communiqué. On en avait parlé dans un ancien numéro de Dev Café, mais le pilote est terminé et à partir du 17 octobre, n'importe quel téléphone Android pourra être utilisé comme pass Navigo en Ile-de-France. A noter toutefois que les abonnements annuels ne pourront pas en bénéficier. Et autre chose à faire attention, les tickets sont liés à un téléphone. Par conséquent, si vous le perdez ou en changez, ce sera pour votre pomme. Et d'ailleurs, en parlant de pommes, pour les iPhones, il faudra attendre la rentrée 2023 avant de pouvoir les utiliser. Serait-ce lié à iOS 17? Nous le saurons prochainement. Ubuntu Pro est une offre de Canonical pour recevoir plus rapidement les correctifs des patchs de sécurité. Le service est gratuit pour 5 machines avant de basculer vers une offre payante. Et Canonical semble en profiter pour en faire la publicité de manière plutôt originale puisque c'est directement dans le shell que l'information est diffusée. Alors que Stadia a fermé ses portes, GeForce Now, le service concurrent de Nvidia, s'améliore en supportant le 1620p à 120 images par seconde. Les nouveaux Chromebook Gaming sont bien évidemment compatibles et c'est à se demander ce qui ne tourne pas rond chez Google. Microsoft a sorti pour sa console Xbox un accessoire pouvant s'adapter aux différentes formes de handicap. Une initiative similaire avait été annoncée en mai dernier pour les ordinateurs et les pointeurs, mais nous n'avions plus d'informations depuis. La bonne nouvelle est que ces accessoires sont en précommande aux États-Unis pour une sortie à la fin du mois. Plus qu'un petit effort pour l'avoir chez nous. Et enfin, pour terminer, voici un outil qui pourrait vous être utile si vous cherchez un jeu de couleurs suffisamment contrasté, mais surtout accessible. Il suffit d'ouvrir le site en description pour qu'il vous génère une palette aléatoirement. On reprend en s'intéressant à l'application T-Connect de Toyota qui permet de faire le lien entre les voitures de Toyota et un téléphone et ça permet notamment de les contrôler à distance. Et ce que l'on apprend, c'est que ce service T-Connect, une partie du code du back-end avait été publiée sur GitHub et le problème c'est que dans ce code-là, il y avait une clé d'accès qui donnait notamment accès à des emails et d'autres informations pas très intéressantes. Mais là-dessus, ce que l'on apprend, c'est que la clé a été visible depuis 2017 jusqu'à 2022, et c'est uniquement à cette date-là qu'il y a eu une réinitialisation, et donc les données maintenant sont OK. Et d'ailleurs, ce que Toyota précise, c'est que les données de type téléphone ou encore coordonnées bancaires n'étaient pas exposées, mais donc ça veut quand même dire que pendant 5 ans, ces informations-là étaient accessibles sans que personne ne s'en rende compte, et d'ailleurs Toyota dit qu'ils ne savent pas vraiment si ça a été utilisé. Et d'ailleurs, Toyota dit « ce n'est pas notre faute, c'est un sous-traitant qui serait derrière ça ». En tout cas, la leçon à retenir ici, c'est surtout ne publiez jamais dans votre code des clés d'accès, que ce soit sur des guides publics ou privés, parce que vous savez jamais ce qui peut arriver.
Ensuite, on va se parler de JetBrains, et comme vous le savez, ils ont plein d'IDE, notamment IntelliJ, WebStorm, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les lister, vous les connaissez. Et ils avaient annoncé il y a quelques mois un nouvel IDE qui s'appelle Fleet, et qui est tout simplement recréé de zéro, c'est une toute nouvelle expérience. Et ce qu'ils indiquent, c'est que jusqu'à présent, c'était une bêta fermée, et il y avait 137 000 personnes qui avaient demandé à y accéder. Moi notamment, j'avais pu y accéder, mais a priori, ce n'était pas le cas de tout le monde. Et donc désormais, c'est disponible en une sorte de bêta, une preview grand public. Mais là-dessus, ce qu'ils indiquent, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire. C'est pour ça que ça reste une preview, c'est même pas une alpha ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qu'ils expliquent, c'est que ce nouvel IDE, il s'appuie sur le back-end d'IntelliJ, et il se base sur une toute nouvelle interface graphique. Et sur les langages qui sont supportés, vous avez la liste qui est juste ici. Donc comme vous voyez, c'est relativement limité puisqu'il y a uniquement ceux-là qui sont disponibles. Donc par exemple, vous avez du Kotlin qui est à peu près le langage qui est le mieux supporté jusqu'à présent. Java qui est pourtant quand même un gros pilier d'IntelliJ, ben, il y a quand même quelques petites fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles, comme vous pouvez le voir là-dessus. Mais il y a uniquement ces langages-là, tout simplement pourquoi? Parce que imaginons qu'on prenne le cas de Dart, et bien Dart c'est un plugin. Et en l'occurrence, ce qu'ils expliquent, c'est que justement, les plugins et les API ne sont pas encore disponibles. Donc de ce fait, bah, c'est relativement limité. Et les deux autres éléments sur lesquels ils sont en train de travailler, c'est les performances et les thèmes. Donc comme vous voyez, il y a encore beaucoup de choses avant que cette IDE soit utilisable vraiment au quotidien. Mais vu que c'est une preview, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à l'essayer et éventuellement à leur faire vos retours. Au cours des derniers jours, il y avait la grosse conférence de Google autour de son cloud qui s'appelle le Google Cloud Next, et ils ont annoncé un partenariat avec JetBrains pour justement permettre d'utiliser le cloud de Google avec les IDE. Alors vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui vous pouvez lier un IDE de JetBrains, donc par exemple à nouveau IntelliJ, où vous dites vous utilisez en local le client plutôt en version légère, et dès qu'il faut compiler, plutôt que de le faire sur votre machine, vous le faites à distance. Et donc typiquement, si vous avez peu de RAM sur votre machine, bah, c'est plutôt pas mal, par exemple, pour le développement mobile. Et donc à quoi ça ressemble? Bah, si vous allez dans IntelliJ, désormais, lorsque vous allez justement vous connecter à la gateway de JetBrains, auparavant vous aviez JetBrains Space et Gitpod, et donc désormais vous avez accès à Google Cloud. Mais là-dessus, faites attention, rien n'est gratuit. Il faudra bien évidemment payer les VM qui tourneront à distance. Mais là-dessus, il y a quand même plusieurs avantages, comme je vous l'ai dit. D'une part, ça va vous permettre une certaine flexibilité, puisque finalement, peu importe l'ordinateur que vous avez, peu importe où vous vous trouvez, vu que tout est fait à distance, bah, peu importe. Et ça va vous permettre également d'améliorer votre productivité, parce que a priori, bah, ça va aller un tout petit peu plus vite pour builder. Donc en toute logique, ce sera mieux qu'auparavant. Et voilà, il est désormais le temps de refermer ce Dev Café. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à faire un petit like. Un petit truc à savoir, c'est que la semaine prochaine, les Dev Café vont être légèrement différents, parce que mardi, il y a le Firebase Summit qui est à New York, et en l'occurrence, eh bien, je serai à New York pendant toute la semaine. Donc ça veut dire que les Dev Café ne seront plus faits comme dans cet environnement-là, parce que ce sera pas possible. Donc je sais pas encore si je ferai ça en extérieur, si je ferai ça depuis ma chambre d'hôtel, mais en tout cas, je vais essayer de faire des Dev Café d'une manière générale. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions autour de Firebase et que vous voulez que je pose aux gens qui seront au Firebase Summit, donc en gros les ingénieurs de Google, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, parce que bien évidemment je me ferai un plaisir de leur poser. Et sinon, moi d'une manière générale, en tout cas je vous souhaite un excellent week-end. J'espère en tout cas que vous serez pas malade comme c'était le cas pour moi ces derniers jours. Et donc voilà, passez un super bon week-end, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson, et je vous dis à bientôt.